Reste là-dessus. Je vais pas sur le Twitch. Hein. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo. Pile poil, ça s'active au moment où on se retient de tousser, c'est merveilleux. Donc bonjour en ce vendredi en direct avec un invité qui n'est autre que Jocelyn Billard. Jocelyn qui nous fait la gentillesse d'être disponible de bon matin, 11h, c'est un lève-tard. Et avec qui on va passer ces minutes pour échanger ensemble autour de son parcours et aussi de son dernier projet qui est toujours en cours sur Ulule. Hop, tiens, on va commencer d'ailleurs en mettant volontairement un petit lien dans tout le début du chat pour ceux qui veulent aller, ceux et celles qui veulent aller voir. Et pour le coup, écoute, je te remercie Jocelyn d'être là aujourd'hui. Salut plaisir. à toi. Et écoute, tu sais que j'ai envie de dire, par pure fainéantise, autant toujours débuter en proposant à notre invité de se présenter en quelques mots. Je te laisse la parole pour le coup. Je suis Jocelyn Billard et je suis notamment l'auteur des Contes du Givre. Et je ne sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Désolé. Mais non, en ce moment, je travaille sur les rats. Et c'est un livre de vulgarisation scientifique, donc c'est pas du tout ce que je faisais avant, étant donné que je fais plutôt de la fantasy ou du fantastique. Et du coup, là, je m'attaque à autre chose. Pour le coup, on va peut-être essayer de revenir un petit peu sur ton parcours. Comment tu as commencé dans la BD et peut-être même avant ça, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton lien avec la bande dessinée? Est-ce que c'est des choses que tu lisais étant jeune? Quels sont éventuellement des titres qui t'ont marqué, tes coups de cœur, tout ça? Ça peut peut-être être intéressant de l'évoquer. Du coup, moi, j'ai un peu toujours lu. Dans ma famille, on a toujours lu aussi des BD, notamment des comics. Et moi, ma passion pour la BD a commencé avec la mort du Captain Marvel, que j'ai découvert par hasard dans Maison de presse de Jim Starlin. Et dans la collection Top BD, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, édition depuis tout à l'heure, c'est ce que je cherche. C'était pour moi un vrai lien personnel parce que je venais de perdre mon père d'un cancer et du coup c'était un vrai miroir de ce que je pouvais vivre quelque part. Et c'était aussi surtout une façon de m'apercevoir que les super-héros, c'est pas que des coups de poing et des super méchants, et c'est autre chose en fait. Ça peut être plus profond, ça peut être plus proche de nous. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Pour le coup, tu peux peut-être expliciter ce qui est un peu la mort de Captain Marvel pour ceux qui ne suivent pas les comics. Du coup, Captain Marvel, c'était un des plus puissants super-héros de chez Marvel. Et cette BD-là parle de son combat contre le cancer qu'il a développé suite à une intervention héroïque contre Nitro. Et du coup, c'est tout son combat contre la mort et et l'acceptation de la mort, en fait, où on revoit tous ses plus grands ennemis, tous ses plus grands amis se réunir à son chevet. C'est un récit qui, si je dis, enfin, qui soit dit en passant, donc est de Jim Starlin, qu'on connaît beaucoup aussi pour derrière ses autres récits, tels que Le Gant de l'Infini, qu'est-ce qu'on a eu, la quête de Thanos, et qui est un auteur qui continue de travailler sur le côté, comment on appelle, cosmique des comics Marvel. Donc, en tout cas, celui-ci, c'est arrivé avant, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avant Le Gant de l'Infini, de mémoire. Je crois aussi. Mais... Et c'est, en tout cas, voilà, ça fait partie des récits cultissimes de chez Marvel, clairement. Et en tout cas, qu'il faut, si vous n'y connaissez rien ou si vous avez une image un petit peu biaisée de ce que peut être la bande dessinée américaine dite de super-héros, sachez qu'il y a de très bons récits et celui-ci en fait éminemment partie. En plus, pour ajouter, on parle souvent
de la non-mort chez les super-héros. Et Captain Marvel, c'est quand même le seul qu'ils ont plus ou moins gardé mort. Il revient de façon épisodique, mais c'est souvent une version du passé et pas une renaissance. Ça fait 40 ans qu'il est mort et 40 ans qu'on le laisse relativement tranquille, quoi. Ouais, il y a des petits clins d'œil de temps en temps, c'est vrai, en Ouais, termes voilà. d'apparition, mais on n'est pas sur une réexploitation complète du personnage. Il y en a quelques-uns comme ça qui reviennent pas chez le Big Two, donc Marvel et DC. Et donc, ouais, ce récit-là t'a profondément marqué, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que tu lisais principalement de la BD américaine? Comment t'en es venu à finalement commencer à prendre un crayon dans ta main et commencer à dessiner? Euh, Comme tous les enfants, j'ai commencé en recopiant. Et j'ai notamment recopié beaucoup ma passion animée du moment, c'est-à-dire Dragon Ball Z, qui, euh, qui m'a passionné toute mon enfance. En fait, j'ai été biberonné au Club Dorothée comme quasiment tous les enfants des années 80, voire 90. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, où je dessinais tout le temps. Enfin, là, j'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis 20 ans qui me disait bah oui, tu dessinais tout le temps en cours au lieu d'écouter le prof. Bon bah voilà, c'est un peu le classique classique. J'ai besoin de dessiner pour m'occuper. Ouais, pour exprimer peut-être aussi des choses, non? Mmh. Oui, pour moi, c'est une vraie forme de langage. Le dessin, je ne suis pas. Faire un live, c'est pas mon truc. Je préfère faire des dessins. Voilà, donc c'était la fin de cette émission. Et nous Allez, remercions salut. beaucoup Jocelyn. Non, et pour le coup, tu peux nous. Est-ce que tu es autodidacte? Tu peux nous parler un peu de ton parcours là, pour le coup, J'ai au niveau fait un dessin? an dans une école. Après le bac, j'ai fait un an dans une école de dessin. Ça n'a pas été ma meilleure année. Je, je découvrais un peu la vie, enfin, je découvrais complètement la vie étudiante. Et en plus de ça, je trouvais que les cours, c'était pas ce dont j'avais besoin. Je trouve qu'il y avait pas, on m'expliquait pas comment fonctionnaient les choses. On me les dessinait au tableau et on me disait, ah, bon, tu t'en fais 20 pour la semaine prochaine. Sauf que, bah, en fait, moi, j'avais besoin de comprendre comment les choses s'assemblaient entre elles. Par exemple, en anatomie ou sur d'autres niveaux. Et du coup, je voyais pas l'apport spécialement que cette année-là avait, en plus d'un livre qui aurait pu être plus complet et beaucoup moins cher, hein, clairement. Donc non, ça n'a pas été ma meilleure année, mais voir, ça m'avait un petit peu dégoûté du dessin. Du coup, j'ai choisi une filière qui, à la base, je pensais être plus rémunératrice, on va dire. Sauf que j'ai eu mon diplôme en 2008, donc en plein dans la crise, enfin 2009, juste après la crise qu'il y a eu. Donc, j'ai pas réussi vraiment à trouver dans ce milieu-là non plus. Donc, bah, je me suis dit, plutôt qu'à galérer, autant retourner au dessin parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et, euh, et donc, du coup, je suis semi-autodidacte, quoi, tu vois. J'ai fait une année, mais c'est pas ce qui m'a le plus importé. J'essaye de rester curieux de tout ce que je peux trouver, que ce soit des livres pour enfants jusqu'aux livres pour adultes. Je m'arrête pas au manga, je m'arrête pas au comics, je m'arrête pas à la BD franco-belge, je vais un peu partout. Et je pioche à droite à gauche, autant dans le film que dans la série, que dans l'anime. Voilà. T'es un bouffetou. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'on peut peut-être en venir directement à ton premier album publié, en tout cas hop, attendez, bougez pas, regardez, j'ai même prévu le logo, je crois. Chez les compères de Wanga Comics, éditeur d'Angoulême, puisque avec ton premier titre, hop, qui est Grégory Sand, je dis pas de bêtises jusqu'ici, Ouais, ouais. tout va bien. Grégory Sand, si je ne dis toujours pas de bêtises, c'est quoi? C'est 2015, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, Euh, tu nous parler un petit peu de comment tu en es arrivé sur cette série, qui est une série qui fera au final 3 tomes. ouais. Comme, Avec... comme on l'avait plus ou moins prévu avec Romain. En fait, ça a commencé, ce projet-là a commencé quasiment en 2011, euh, où j'ai senti que moi, à l'écriture, je m'éparpillais trop. Je n'arrivais pas à me restreindre
quelque chose de simple, enfin simple, façon de parler, quoi. Enfin, vraiment, j'étais plus, j'avais des concepts, j'avais des idées, j'avais des personnages, mais j'arrivais pas à trouver, à me stabiliser et du coup, je me suis dit: «Bah, pour commencer, il vaut mieux que je m'intéresse surtout au dessin». Heu et j'ai rencontré Romain, sur Facebook par hasard, dans un groupe de discussion qu'on partageait sur, les comics justement et où, pardon, il a annoncé qu'il abandonnait son projet parce que son dessinateur d'avant, bah, lui faisait, clairement à l'envers. Lui disait qu'il allait lui filer les pages et finalement, il faisait le mort. Pardon et du coup, je lui ai dit: «Bah, envoie, ça peut m'intéresser. Moi, la mythologie, ça me parle donc go, quoi». Et une fois que je l'avais lu, on s'est bien entendu et on a commencé à travailler dessus. Heu, ensuite, c'était lors d'un festival de mémoire, ça devait être la PCE, la Paris Comics Expo à l'époque et on a présenté ça à Anthony. Hein? C'est un festival qui aurait duré quoi, de mémoire, 3 2 éditions, 4 éditions? Ouais, Je sais plus. un truc comme ça, ouais. Qui était pourtant très bien, mais bon, voilà et du coup, on a présenté, notre dossier à Anthony Dugenais qui, donc le directeur de manga et il nous a dit: «Go», donc bah, on s'y est mis, tranquillement de notre côté, sans se mettre trop de pression. Donc voilà, j'ai proposé des choses, à l'écriture à Romain, mais sur le tome 1, disons que mon plus gros apport, ça a été, l'animal de compagnie du héros. Mais dès le tome 2 et que j'ai regretté d'ailleurs parce que c'était un animal un peu compliqué, hem Quelle et mauvaise dès le idée. tome 2, en fait, je participais beaucoup plus et on échangeait beaucoup plus sur, ce qu'on voulait écrire et là où on voulait aller. Ouais. Hop, le tome 2, il est là. Et derrière, ça, c'est donc le tome 2 qui est sorti à peu près 2 ans après le premier, hein, si je Ouais, dis pas tout de à fait. bêtises. Et vous êtes venu conclure ce grand cycle en 2019, c'est ça? Ouais, fin C'est à l'époque 2019. du 2, hein, si je dis Le pas de bêtises, Joe, qu'on s'est rencontrés. Je crois que le 2 sortait ou allait sortir, je crois. oui, possible, ça devait être dans ces eaux-là, ouais. Ouais, parce que c'était, attends, bouge pas, je vais essayer de trouver l'information, le temps 2, c'est pas très long. Et pour le coup, oui, c'était à l'occasion, en tout cas, d'une rencontre autour de Planète BD. En tout cas, quand j'y participais, ce qui Ouais, nous avait permis de réaliser une petite interview d'ailleurs qui doit être en ligne. Tiens, d'ailleurs, c'était ouais, c'est ça, sans hop, oh, je la vois là devant nous. Que vous étiez jeune, cher monsieur. Heu et non, non, en tout cas, ouais, c'était en 2017 qu'on a eu l'occasion de se croiser, tu vois? Vraiment, je crois que le tome 2 était en avant-première à cette époque mmh, et entre-temps, bah, pour le coup, le Jocelyn, pour l'anecdote, avait eu la gentillesse et j'espère le plaisir, en tout cas, de travailler sur le premier bouquin de Comics Initiative, qui était Kirby Enemy. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais croisé ce livre, c'est normal, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est un livre qui réunissait plein d'hommages autour de Jack Kirby à l'occasion du centenaire de sa naissance. Voilà, donc tout à fait. plus de 200 auteurs, artistes ont participé à ce bouquin, donc c'était très cool. Et bref, voilà, en tout cas, ça t'a fait une petite pause avant l'arrivée de Grégory Sand, tome 3. Conclusion, je sais que tu es beaucoup plus actif à l'écriture sur cet album, c'est ce que disait aussi Romain, vous avez vraiment échangé autour de l'univers de Grégory Sand. D'ailleurs, ce serait peut-être bien que tu décrives un peu que c'est quoi Grégory Sand, quel est l'univers de Grégory Sand? Ouais, du coup, Grégory Sand, c'est, l'histoire d'un type qui voyage dans les rêves des gens pour détruire les cauchemars. Ça, c'est le pitch officiel et en fait, c'est, c'est une histoire où les dieux grecs, vivent parmi nous, en fait, plus ou moins et on suit donc, Hypnos, le dieu des rêves, qui doit, heu, qui doit faire face à ce qu'il a commis dans le passé et donc il y a tout ce rapport à ce qu'il a pu faire, à l'époque de l'Antiquité et les dangers que ça amène, dans notre monde à nous. Et il y a une dimension rapide en fait qui se met en place. Ça, c'est surtout le départ, on va dire, le pitch de base. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, vous allez inclure pas mal de mythologie et pas mal d'enjeux en fait au fur et à mesure de la série.
Et c'est une série qui aura été publiée donc, pendant quelques années chez Wanga, et c'est une série qu'on a eu le plaisir, pour le coup, de rééditer en intégralité au début de l'année, début 2025, avec une intégrale. Tiens, hop là, je montre le visuel, mais c'est peut-être un peu plus parlant de la montrer comme ça. C'est pas le moment après de se mettre en gros plan non plus. Mais gros bouquin, plus grand format. C'est vrai que pour l'idée, on a retravaillé le format. Enfin, tu as fait pas mal de choses aussi dessus, mine de rien, qui sont souvent invisibles à l'œil nu, mais qui, sur le rendu, sont quand même assez différentes. On a rechangé notamment le papier, qui était un autre type de papier qui était utilisé sur l'édition précédente et qui, pour le coup, mettait peut-être pas assez en relief les nuances de couleurs. Là, on a un petit peu intensifié ça. Il y a pas mal de petites choses qui ont été modifiées. Puis il y a même, tu as eu même l'occasion, finalement, 6 ans après la conclusion chez Wanga, de rajouter des pages supplémentaires. Ouais, on a fait un petit prologue parce que ça permettait de remontrer encore une facette un peu plus, un peu importante quand même d'hypnose notamment. Donc, ouais, non, c'est une histoire qui est importante pour moi et on réfléchit toujours plus ou moins à une suite, mais on ne sait pas trop comment goupiller ça, voilà, parce qu'on est pris, enfin moi notamment, je suis pris dans mes projets aussi et du coup se pose la question de si on fait une suite, comment on la fait. C'est surtout qu'effectivement, le récit est contenu, mais Ouais. laisse la porte ouverte à d'autres choses. Donc, C'est ça, c'est une vraie série intégrale, c'est-à-dire qu'il y a une fin, même si elle est ouverte, ça reste une fin, mais on sait aussi qu'on peut raconter d'autres choses derrière, en fait, ou même avant, ou enfin voilà, il y a un monde riche qu'on peut exploiter. et puis, c'est l'occasion, en tout cas, si vous ne connaissez pas, d'avoir l'intégralité de la première, des premiers travaux de Jocelyn. C'est plus de 400 pages, 430, si je dis pas de bêtises, 432, non, c'est ça? Je sais plus. J'ai un doute, je sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est un gros pavé et qui est finalement qu'à, oh mon Dieu, que 25 €, ce qui n'est pas cher. Surtout aujourd'hui, c'est plus lourd qu'une Tortue Ninja, mais c'est moins cher. Voilà, ça c'est pour les fans de comics. Euh, euh, concernant, mince, attends, tu vois, j'en étais même toujours à parler des différents débuts. Donc effectivement, Grégory Sand a commencé ça. Et je vais introduire les contes de Givre, en te laissant ensuite en parler, évidemment. Ouais. Oh bah non, tiens, pourquoi l'introduire? Je sais qu'on avait, suite à un festival à Lyon, eu l'occasion de discuter un petit peu des prémices, en fait, de ce qu'allaient devenir les contes de Givre. Et pour le coup, ces prémices, quelles étaient-elles? Je te laisse les évoquer. En fait, les contes de Givre, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu le premier temps, ça a été quand j'attendais Romain sur le tome 3. Il tardait un peu à m'envoyer le scénario et du coup, j'avais un peu de temps à perdre. Et je me suis mis à écrire une histoire dans laquelle j'ai développé un univers et, je l'ai laissé dormir parce que j'avais affaire sur mon tome 3 de Grégory Sand. C'est Et celle que je suis en train de montrer là sur l'écran, celle où tu montres un style beaucoup plus mignolesque. ouais, justement, c'était la deuxième, deuxième partie, c'est que à 2 Noël, je me suis lancé le défi, entre guillemets, de faire un conte d'une dizaine de pages, du scénario à la colo, enfin tout un complet, quoi, en une semaine, dans le style de Mignola. Puis l'année d'après, c'était dans le style de Frank Miller, qui sont pour moi De mettre. voilà, exactement. Et, du coup, ces contes-là, je les avais publiés sur mon Facebook et ça avait pas mal plu et il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés pour en avoir plus. Et donc, suite à Kirby Enemy, on a commencé à discuter avec Michael, avec toi, du coup, et, et on s'est posé la question de comment publier ça, en fait. Comment publier ces petits contes. Est-ce que fallait juste faire, comme peut faire Mignola, par exemple, c'est-à-dire juste une suite de contes avec
une page noire, une page titre, voilà, et c'est tout. Et, euh, et j'ai eu l'idée de ressortir ce scénario que j'avais fait en 2018 comme support, en fait, comme base, en me disant, bah, en fait, si j'intègre tout, si je mélange tout, ça peut donner quelque chose d'intéressant et moi, ça peut me faire travailler cet univers qui me plaisait, mais dont je me sentais pas encore capable d'exploiter le scénario. Donc, c'était une espèce de mix de tout ça. Et, euh, Et pour le et coup, hein, c'était aussi... Hein. je disais, ça t'a permis en quelque sorte de aussi finalement façonner ton univers à un autre type d'exercice et un autre type d'approche. Parce que c'est vrai que sur Grégory Sand, il y avait aussi déjà des petits délires graphiques sur lesquels tu aimais t'amuser. Ouais, on partait Enfin, j'avais proposé à Romain que dans les séquences de rêve ou les flashbacks, je puisse utiliser un style graphique différent qui soit pour moi un moment d'expérimentation. Et du coup, moi, j'aime bien travailler ça, travailler plein de choses différentes. Et en même temps, je me vois pas forcément le faire sur 50 pages, 100 pages. Donc, les contes du GIF, c'est vraiment l'occasion de tester plein de choses différentes, plein de supports, plein de techniques, tout en gardant ça dans une certaine logique. La logique, c'est que les contes du GIF, c'est une grand-mère qui raconte des histoires à des enfants, et pour chaque histoire, je prends un style graphique différent. Je choisis volontairement un style qui, pour moi, est en osmose avec ce que j'ai à raconter. Euh, Tiens, sur les voilà, deux premiers, j'avais pris du Miller, du Miller et du Mignola. Et après, je me suis posé la question de est-ce que je continue à explorer des auteurs connus ou est-ce que je fais un peu à l'envie. Et j'ai préféré cette démarche-là plutôt que de donner l'impression que c'est qu'un copier-coller d'autres auteurs. comme ça a pu te permettre de tester ouais, des visuels. Tiens, je suis en train d'avancer volontairement, comme ça on laisse pas le temps Ouais. à la lecture, mais un peu comme on le ferait presque en salon, c'est-à-dire tourner les pages et montrer qu'il y a une vraie diversité visuelle. Hop, tiens, voilà, le petit bug d'affichage est parti. Hop, ce qui permet aussi de montrer que, en fait, entre chaque histoire, il y a effectivement des séquences où on voit la baba, la taupe, raconter donc enfin, revenir sur un univers visuel qui est commun en fait à chaque interconte. Je crois qu'on appelait ça comme ça au Ouais, moment tout à fait. de la- de l'élaboration. Et là, c'est vrai qu'il y a des grosses cassures visuelles. Hein. Là, c'est vrai qu'en passant en crayonné comme ça, c'est un truc que tu aimes bien, hein, le crayonné hein, dans ton travail. C'est vrai que tu aimes bien le côté matière, entre guillemets. Oui, c'est ça. Enfin, euh, je, je, je me souviens quand Batman Silence de Jim Lee est sorti, enfin de Loeb et Jim Lee est sorti, j'aimais bien les séquences de flashback en aquarelle. Je trouvais que ça appuyait bien le récit. Et j'avoue que faire des cassures comme ça dans le style, je trouve ça intéressant en fait. Je trouve ça évoque quelque chose. Ça doit pas être gratuit, ça doit être réfléchi. Et hop, et attends, si je dis pas de bêtises, après, c'était la dernière. Hop, 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 on va pas aller trop loin non plus montrer la toute fin. En tout cas, c'est un univers aussi, tiens, allez, hop, si je vais là, je pense que je suis pas mal. C'est un univers aussi qui a donné lieu à des. C'est un truc qu'on commençait à mettre dès le début de Comics Initiative. C'est notamment des relectures, des revisionnages des récits par des invités. Et c'est vrai que sur les comptes, on en a eu des plutôt cool. Hein, on va les montrer ici. Hop, Ouais, des ouais, bah visuels justement, sur les comptes, différents. ça s'y prête d'autant plus que le travail des comptes est déjà un style graphique différent. Du coup, proposer à des amis ou des auteurs que je connaissais de participer, de donner leur version, c'était intéressant. Euh, Surtout que j'ai vraiment essayé de leur donner le moins d'infos possible, quelque part, pour que ce soit vraiment leur version de ce que j'ai écrit. Et puis tiens, on va aussi peut-être en profiter pour dire que
derrière, on peut peut-être montrer un petit peu ce qu'il en était aussi dans le tome 2, tant qu'on est sur les contes, évidemment. Hop, voilà, d'autres styles visuels très, très différents, là. Et notamment, l'une des petites particularités qu'il y a à découvrir au fur et à mesure de la lecture, c'est aussi pourquoi cette taupe raconte à ses enfants les histoires de ce qui se passerait à l'extérieur. Et on peut voir voilà, des visuels complètement très, très, très différents les uns des autres. Je trouve que voilà, là, c'est assez marqué, encore plus que jusqu'avant. Hop, il y en a une que je veux bien montrer. Ah, mon personnage préféré. Non, mais oui, en plus, même sur le tome 2, beaucoup plus, mais j'avais même tenté une expérimentation d'écriture où parfois certains contes étaient des poèmes ou des récits différents, en fait. Et avec celle-là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un des contes les plus longs Oui, que tu aies fait. Hein. tout à fait. Je crois que de mémoire, il doit faire une 30aine de pages. Mais parce que c'est un conte aussi qui navigue à travers ma temporalité, donc forcément, il faut plus de temps. Et là, on va voir hop, les différents. Voilà, allez, hop. Après, on va pas aller beaucoup plus loin, hein, parce que hop. Donc celui-ci qui est donc ce tome 2, et faire un petit tour sur le tome 3. Le tome 3, pour le coup, lui, il avait cette particularité-là aussi de clôturer, entre guillemets, l'ère du givre, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça te va bien? L'âge. L'âge, ouais, c'est pareil. Mauvaise foi. Et hop, voilà, tiens, on va le mettre en plein écran, on n'a pas besoin de voir nos têtes dans ces cas-là, c'est plus sympa. Et pour le coup, on retrouve toujours le même gimmick, hein, chaque histoire bénéficie d'une approche graphique différente, mais c'est surtout, ce tome, il vient conclure un petit peu toutes les pistes narratives que tu as mises en place dans les précédents volumes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te demandaient, mais pour le coup, est-ce que cet univers, il est terminé de chez terminé? Qu'est-ce qu'il en est? Mais où est la baba? Pourquoi on la verra plus? Mince, qu'est-ce qui se passe? On en veut d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Est-ce que pour toi, le retour à cet univers est-il définitivement clôturé, fini? Qu'est-ce qu'il en est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la création des contes vient d'un moment où j'avais un scénario que je me sentais pas à même de faire tout de suite. Donc, il y a toujours ce scénario qui dort. Et en fait, pendant la conception des contes, plus j'en créais, plus j'avais envie d'en raconter. J'ai stoppé les comptes. J'avais décidé plus ou moins que ce serait 3 tomes, mais j'ai senti justement qu'au 3e tome, c'était important que ça s'arrête à ce moment-là, parce que le gimmick justement de la recherche graphique devenait presque une contrainte, et je voulais pas que ce soit une obligation en fait. Je veux que ça reste pour moi d'une un amusement et de deux quelque chose que j'ai envie et pas quelque chose dont je suis obligé de faire. Et donc, en clôturant les comptes, je savais déjà, en l'écrivant même, que j'avais encore plein de choses à raconter. Je me ferme pas la porte à créer une suite au compte un jour, peut-être, parce que de toute façon, mon fil rouge est à la fois non chronologique et, et n'est qu'un prémisse à quelque chose de plus grand, en fait. L'histoire se contient, mais elle amène à beaucoup plus, en fait. C'est une espèce de grande introduction à cet univers d'Inime que j'ai créé et que je veux continuer d'exploiter. En réalité, j'ai une quinzaine de tomes en tête, mais pas une quinzaine de tomes d'une série. C'est pas une série de 15 tomes. J'aime pas trop les séries longues comme ça où on attend 20 ans pour avoir la fin. Surtout quand on est arrivé à une dizaine de tomes, on se dit, bah ouais, mais moi j'ai vieilli, ça m'intéresse plus, mais j'ai envie de savoir la fin quand même. Et en même temps, bah voilà. Du coup, je veux pas coincer, moi en tant que lecteur, je veux pas être coincé sur un truc qui dure pendant 30 ans. Et je préfère donner des portes de sortie et des portes d'entrée pour que la lecture soit volontaire.
Là, j'ai prévu juste après une série de 3 one-shots. Donc, c'est pas tout à fait une série, mais c'est une série thématique. Et on peut lire les 3 one-shots de façon complètement indépendante si on n'a jamais lu les contes, si on n'a pas envie de les lire. C'est pas un problème, en fait. Le but, c'est de rajouter des pierres pour qu'à la fin, on ait une vue d'ensemble, mais chaque pierre est importante, en fait. Et est-ce que pour le coup, ça, on a l'autorisation de montrer un petit peu? Oui, bah oui. On le fait maintenant ou on le fait à la fin? Non, vas-y, go. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait me dire ça, je suis pas prêt, merci. Hop là! Elle est capable de Donc poser la tiens, question. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que pour info, pour expliquer facilement, Jocelyn bosse sur, plein de choses en même temps, mais notamment donc Scélérat dont on va faire le gros focus après, mais en parallèle, il continue de travailler sur son univers avec, un titre dont je te laisse prononcer, évidemment, enfin, je te laisse prononcer le titre de l'album. Ça s'appellera normalement Anne Sonata. Et en fait, je reviens sur un personnage qu'on a déjà vu dans les contes, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que en écrivant les contes, j'ai placé des éléments parfois mensongers sur mon univers entre guillemets, parce qu'une histoire qui est contée, c'est pas l'histoire telle qu'elle s'est passée en fait. C'est quelque chose qui est modifié, c'est quelque chose qui est trahi, travesti, ce que tu veux. Enfin, c'est et du coup, je voulais revenir sur cette histoire-là. Donc, j'en dis pas trop sur ce personnage, mais grosso modo, mes 3 prochains one-shots, c'est ce que j'appelle le cycle des Arfangs. En fait, les Arfangs sont des sorcières de mon univers qu'on voit très peu dans les contes, mais qui apparaissent ci et là. Et du coup, c'était vraiment un pan de mon monde que je voulais développer. Voilà, et pour le coup, avec des teintes, beaucoup plus vives, en tout cas beaucoup plus douces aussi que celles que tu proposais jusqu'ici dans les contes, hein, où il y avait beaucoup de scènes, entre guillemets, «dans la grotte». Ouais, Tiens, je vais en profiter pour montrer, alors je dis ça, je parle de couleurs, je vais commencer par les images, hein, un peu qui sont plutôt celles des débuts, entre guillemets, alors qui sont pour le coup, plus sombres. Où là, il y a plutôt un côté présentation de l'univers, de la légende, on peut dire ça, des c'est légendes, ça. entre guillemets, de ce qu'on a. Hop, donc, pour le coup, pour éviter que les gens les lisent et découvrent un peu, je vais juste te montrer des petites choses comme ça. Mais pour expliquer ce que je disais hop là, pardon. Hop là, j'ai lancé une vidéo, mais c'est pas la bonne. Pour expliciter un peu plus ce que je disais, tiens, voilà une page en tout cas qui montre un petit peu plus la direction qui est prise dans l'album. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse commenter. Après tout, c'est pas mon Bah, dessin, hein. ouais, ouais. Alors, l'idée, c'était je voulais sur un style un peu plus enfantin, même si l'histoire ne l'est pas du tout. En fait, l'idée, c'est de surprendre un peu et quelque part d'obliger le lecteur à me faire confiance sur pourquoi j'ai pris un style un peu enfantin alors que l'histoire ne l'est pas du tout. En fait, c'est pour moi une expérience nouvelle parce que les teintes claires comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais Ah, il sait que je l'embête souvent avec la couleur, hein. ouais, À vous, à vous. ouais, complètement, ouais. Mais voilà. Et du coup, je réfléchis là en ce moment bah, avec Michael sur le format où voilà, on réfléchit sur ce qu'on pourrait faire comme format. J'ai envie de tester là où je testais avant le style graphique, j'ai envie de tester le format du livre en fait. Hop, et puis tiens, je vais en montrer un petit peu, tant qu'on a du matériel, autant en profiter pour en montrer un petit peu. Voilà, donc bah, tiens, un personnage qu'on a déjà croisé, si je ne m'abuse. Ouais, Hein, voilà, donc un style très très différent, en tout cas, et puis surtout un nouvel univers à explorer en quelque sorte, en tout cas une nouvelle histoire avec Anne Sonata. Donc ça, on verra quand est-ce que ça arrive, hein, le temps que tout avance correctement en bonne et due forme. Voilà, donc ça c'était la petite exclue, hop, balancée entre guillemets comme ça et de manière presque imprévue, hein, durant ce live. Et donc ça, on va dire 2026-2027, le temps que tout se fasse bien logiquement. pas 26, plutôt 27 quand même. Voilà. Voilà.
Bah alors, enfin, on a Ah, bien teasé. 26, c'est les rats, de toute façon. Voilà, 26, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est les rats. Tiens, et puis bah, évidemment, on salue toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le chat, que ce soit Indiana Caillot, Claes et Auxworth. Voilà, je prononce bien vos pseudos, j'imagine. Évidemment. C'est les rats, donc pour le coup, écoute, je peux te laisser peut-être nous en parler un petit peu. Ou alors, tiens, on va faire un petit truc qui peut être assez rigolo. C'est qu'on peut peut-être mettre la bande-annonce de Sébastien. Je sais pas ce que t'en penses, ça peut être assez marrant. Ouais, bah, au moins, ça expliquera mieux que moi. Même si je connais mon sujet, hein, c'est pas la question. Hein, c'est... Attends, bouge pas, je cherche ça. En tout cas, voilà. C'est un projet qui date quand même à l'origine de il y a quelques années, pour expliciter un petit peu tout ça, et qui, à l'origine, n'était pas du tout comme... c'était pas le sujet, en fait, à l'origine, les rats, quand on a commencé à échanger avec Sébastien, on était plutôt sur un sujet très différent, qui est celui des abeilles. Voilà. Et Sébastien, qui est quelqu'un qui aime bien raconter des choses et essayer que ce soit le plus, en tout cas, intéressant possible, s'est dit, mais en fait, tout a été dit récemment sur les abeilles, il y a beaucoup d'évolutions, des découvertes qui sont faites, et j'aimerais bien, au contraire, faire un nouveau livre, puisque Sébastien Moreau est un vulgarisateur scientifique qui a déjà publié 2 albums. Tiens, attends, bouge pas, j'ai une petite photo pour que vous puissiez voir sa petite bouille. Hop, je l'avais trouvé tout à l'heure, et voilà, hop, on le voit ici. On fera le plaisir de participer par ailleurs à un prochain live. Sébastien qui a écrit Les paupières des poissons et les cerveaux de la ferme, 2 livres publiés aux éditions de la plage. 2 livres dans lesquels il expliquait, je vais te demander de faire les pitchs des albums de ton collègue, qui explicitait, on va dire, les différentes biais cognitifs au niveau des poissons et également de tous les animaux qu'on retrouve dans la ferme, que ce soit les poules. Il y a les lapins, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a les moutons, il y a les chèvres. Moutons, voilà. Écoute, si tu veux être exhaustif, continue. Non, c'est bon. Oui, voilà, ça revient essentiellement sur l'intelligence des poissons et l'intelligence des animaux de la ferme qu'on a encore tendance aujourd'hui à penser comme étant de bêtes animaux, alors que être un animal, c'est plus que ça, quoi. Et pour le coup, Sébastien, donc au départ, nous parlait des abeilles, et puis en fait, lors d'une petite réunion tous les 3, tous les 4 même, je crois qu'il y avait Emilien qui était présent ce jour-là, il a été évoqué le sujet plutôt de partir sur les rats, ces petits rongeurs si appréciés, on peut le dire, ou pas, voilà. Donc voilà, c'était l'occasion en tout cas d'avoir un sujet qui était assez différent et qui pouvait en tout cas être plus intéressant, je pense, ne serait-ce que pour toi en termes d'univers graphique. Un peu plus sympa, je trouve, que de dessiner des abeilles, mais bon, ça c'est autre chose. Et tant qu'on y est, tiens, on va enlever la photo de Sébastien et on va mettre la petite vidéo comme quoi il y a une campagne donc, qui est encore en cours, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à y aller. Et hop, je vais vous montrer ça tout de suite avec la petite vidéo de Sébastien qui annonçait le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Le voilà, ce moment que vous avez attendu toute votre vie sans le savoir. Cet instant qui va redonner des couleurs à ce monde gris et morne dans lequel vous traînez laborieusement votre dépression de week-end en week-end. Toute cette noirceur, c'est fini. Jocelyn et moi avons travaillé d'arrache-pied pour vous concocter un petit bijou d'amour. Plus de 200 pages dédiées au seul animal à qui l'on rend la vie plus misérable que la vôtre dans la France d'Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, le rat. Détesté, pourchassé, soumise à des expériences parfois sordides. Il est temps de remettre le rat au milieu du village et de lui ouvrir une place dans nos cœurs. C'est une synthèse exceptionnelle qui vous attend sur ces animaux à la réputation aussi désastreuse que délétère. Leurs capacités les plus insoupçonnées, issues de plus d'1 siècle de travaux scientifiques, vont enfin vous être dévoilées. Conscience de soi, utilisation d'outils, émotion, collaboration, communication, pilotage de voiture, Eurovision, bref, ces petits rongeurs à l'esprit affûté et aux émotions à fleur de peau n'auront plus aucun secret pour vous. Vous pensiez que l'humain est l'animal social par excellence ? Oh, vous n'avez rien vu. La seule chose qu'il manque pour que cette bulle de bonheur entre dans votre existence, c'est de rejoindre la campagne de financement participatif sur Ulule afin que toute cette aventure se concrétise enfin. Et c'est donc après plusieurs mois de travail collectif et un nouveau burn-out que nous sommes fiers de vous présenter Kelera. Mais seulement si la campagne de financement réussit.
Alors on fait chauffer le porte-monnaie, monsieur, dame, à votre bon cœur, il y aura des goodies. Bisous sur vous. Voilà. Voilà, j'ai aussi à couper sans trop de heurts. Hop, la folie de communicative de Sébastien. Et pour le coup, tiens, je vais en profiter pour remettre le lien de la campagne Ulule. Celle-ci se termine en début d'année. Alors, elle a déjà atteint son premier objectif qui permet au livre d'exister. Il y a des paliers en cours, notamment pour rajouter du boulot à Jocelyn. Hein, voilà, on peut le dire. Sébastien aussi, accessoirement. Ouais. Fais rien, c'est pas encore plus de boulot, en fait, dis-le. Ouais, bah, perso, je me serais pas cogné les 1200 études qui s'est coltiné parfois en anglais, donc bon, c'est ça. Je m'en tire pas trop mal, quoi. Effectivement. Tiens, on va aller faire un petit saut sur la campagne pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en même temps. Hop, et ça va être l'occasion aussi de parler un peu plus du bouquin, en fait. Hein. Hop, je sais pas si ça apparaît bien. Yes. Pour le coup, c'est les rats, donc on va retrouver un livre qui, hop, comme on peut le voir ici, vous voyez, je sais pas si on voit, non, ça partage pas ce que je montre. Ça partage quoi, en fait? Bon, bref, je vais retrouver ce qu'il nous faut. Et, ah oui, ça ne montre pas le côté dynamique, excusez-moi. Donc, Scélérat, c'est un album qui, concrètement, va être assez costaud. Hein, je pense que tu peux le dire. Il y a du boulot derrière, comme on dit. On est sur un 250 pages dans sa version améliorée. Donc forcément, même si c'est des pages qui ne sont pas encore validées, c'est des pages auxquelles on a déjà réfléchi. Donc ça reste presque 250 pages exploitables. Pour moi, en fait, quand Sébastien est venu nous voir avec son projet, même s'il a modifié entre-temps, c'était vraiment une occasion de faire autre chose et de faire quelque chose qui soit plus grand public quelque part, plus lumineux aussi. C'était vraiment, encore une fois, expérimenter quelque chose de différent. Voilà. Même si j'ai pendant un temps fait des strips sur Facebook, strips humoristiques, là c'était vraiment le challenge de rendre ça accessible en fait, de rendre ça marrant, de rendre ça ludique et ouais, que ça puisse parler à tout le monde quoi. Et en plus, j'ai jamais eu de rat, mais j'avais un coloc qui en avait. Mais c'est un animal que j'ai toujours aimé et j'ai un peu de mal avec les animaux qu'on déteste, comme les araignées, comme les insectes en général ou les rats, qu'on par réflexe on va tuer alors qu'il y a 1000 choses à savoir sur eux et qu'il y a aussi peut-être 1000 façons de s'en débarrasser autrement en fait. C'est-à-dire, si on ne peut pas les écraser, c'est les cramer? Non. Non, parce que, en tout cas, ce qui est intéressant dans la volonté de parler des rats, c'est que déjà, ça n'a pas forcément été fait de manière générale jusqu'ici, en tout cas, que c'est un animal qui est extrêmement méconnu. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Sébastien, bientôt dans l'émission, vous avez quelqu'un qui fait ça depuis des années, en fait, et qui réalise de nombreuses conférences qui explicite en fait les conditions animalières de manière en fait très dynamique, hein, on peut le dire. Les présentations de Sébastien sont précises, documentées et surtout en fait il les fait de manière tout sauf pompeuse, parce qu'il faut quand même dire que quand on n'est pas attiré à l'origine par le sujet ou quand bien même par la démarche de vulgarisation scientifique, on peut s'attendre souvent à un résultat qui va être un petit peu relou, quoi, pénible, sur lequel on va s'ennuyer. C'est pas du tout la manière dont Sébastien aborde les choses. Et pour le coup, je pense qu'avec Jocelyn, ils font plutôt la paire en termes de jeux de mots pourris. Et je suis pas le dernier. L'idée, c'est vraiment pas de faire un manuel scolaire, en fait. C'est, voilà, faut qu'on puisse apprendre, mais apprendre en s'amusant quelque part, quoi.
Et pour le coup, tiens, on a les premières pages qu'on a mis en dispo sur la campagne Ulule. Alors, elles sont pas définitives, hein, il y a encore plein de réglages à faire, ça on le sait, mais l'idée c'était de principalement montrer à quoi ça pouvait ressembler, entre guillemets. C'est ça. Hop, et tiens, quand on parlait d'humour, notamment la petite allusion à Gatsby, le magnifique, qui est à gauche avec cette page de chapitre, on peut dire, qui cette fois-ci se focus autour d'une expérimentation bien particulière, qui est celle de la comparaison sociale. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu là-dessus, Joe, sur tout ça, puisqu'il est devenu plus scientifique que Sébastien, je crois, Joe, depuis. Oh non. Non, non, mais sur le sujet de la comparaison sociale, moi, en vrai, comme tout le monde, les rats, je connais peu de choses dessus de base, et, et j'ai vraiment aimé travailler, enfin, je travaille toujours dessus, mais j'aime beaucoup travailler sur ce livre parce que, en fait, on voit à quel point le rat est proche de nous dans ses comportements, dans ses façons de fonctionner. Et, et la comparaison sociale, notamment, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et, découvrir que ça touche aussi les rats, je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouve ça passionnant de voir que même si on a une société, les rats ou les animaux en général peuvent en avoir une aussi à leur manière. Euh, donc, euh, donc la comparaison sociale, c'est quand on compare son niveau de vie avec celui des autres. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, c'est des choses que, enfin, il y a plein. En fait, ce qui est intéressant, c'est, j'ai pas tous les énoncés d'ailleurs dessus. J'aurais dû les lister en amont, ça aurait peut-être été plus pro, désolé. Les chapitres? De lister, ouais, les différents types de chapitres, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a Bah, plein qui sont, ouais, ouais, qui sont on a complètement. la réciprocité, on a leur habitat altérié notamment, leur utilisation des outils, leur vision, la métacognition qui est très importante, l'olfaction. On va parler aussi de la vie sociale, des regrets, de la mémoire épisodique, de l'empathie, des jeux, notamment cache-cache, de leur communication, de leurs émotions, de, de leur apprentissage des règles, ce qui est particulier étant donné que on n'a pas le même langage, donc comment on leur apprend des règles, des choses à faire. Euh, on va parler de leur vibrisme, de la domesticité et de l'expérimentation animale. Ce qui nous fait quelques sujets. Donc, effectivement, là, comme dans les pages qu'on a pu voir, elles sont très différentes. C'est peut-être. Tiens, attends, avant que j'empilie sur une autre question. Hop là, très belle question de Claes. Merci à toi. La vulgarisation scientifique a-t-elle impliqué des difficultés particulières pour l'illustration ou la mise en page? Oui, beaucoup. Ouais, c'est pas évident parce que parfois il y a des protocoles à décider. Voilà, faut bien se documenter sur quel est le protocole pour expliquer l'expérimentation que les scientifiques ont pu avoir pour découvrir telle chose. Et, et parfois, j'ai eu à presque moi trop synthétiser ce que Sébastien racontait. Il me disait, non, en fait, c'est pas comme ça dans l'expérience, du coup, tu peux pas le faire comme ça. Par exemple, des fois, je mettais bêtement un bouton alors que c'était un levier. Bon, dans l'expérience, c'est pas la même chose, du coup, voilà, faut essayer de faire attention et pas rajouter des choses qui soient trop humanisantes aussi, même dans le dessin. Moi, dans mon dessin, je vais forcément les humaniser un petit peu dans le rendu. Je vais faire ça un peu cartoony, entre guillemets. Mais il faut faire attention à la limite. Il faut que ça puisse être juste une exagération et pas une humanisation trop forte, en fait. C'est des Mais choses qui. vraiment Contrairement à, on va dire, au conte ou même au conte du livre ou à Grégory Sand, il a fallu que tu te limites en quelque sorte, que tu te fasses, comment on dit, tu te fasses mal, entre guillemets, pour ne pas partir dans plein de directions graphiques différentes, ou au contraire, une fois que la ligne était fixée, tu as réussi à la conserver? Non, ouais, le plus dur, ça a été de la trouver, en fait. Comment trouver quelque chose qui, moi, me satisfasse en tant qu'auteur et qui soit satisfaisant pour les lecteurs, qui soit pas trop synthétisé, qui soit dynamique quand même.
Mais sur les moments où j'ai envie de partir un peu en délire graphique, Sébastien était au courant et il était plutôt pour. On le fait peu parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'endroit où vraiment je me suis dit là c'est pertinent. Il y a des clins d'œil. Oui, voilà, il y a des clins d'œil, il y a des comparaisons qui sont généralement, moi à la lecture, une évidence. Et, et je préfère des clins d'œil à des personnages de fiction qu'à des personnages réels. Comme ça, il n'y a personne qui est offusqué et on reste dans du grand public. Là-dessus, on sait que c'est un travail qui est sur lequel tu es dessus depuis quand même de nombreux mois. Je pense qu'on ne peut pas sous-estimer la durée du travail qui a été fourni dessus. C'est facile de travailler avec quelqu'un comme Sébastien qui, même s'il a écrit, entre guillemets, il a fallu qu'il fasse preuve d'un gros effort de synthèse, d'un gros travail, évidemment. On ne sous-estime pas tout le boulot qu'a fait Sébastien. Enfin, moi, je ne le sous-estime pas non plus. Ce que je veux dire, est-ce que la transmission de ces informations-là, elle a été plus difficile, plus simple par rapport, par exemple, à la manière de travailler avec Mobias sur Grégory Sand? Comment ça... Bah, l'avantage quand on travaille sur de la fiction, c'est que si vraiment il y a quelque chose qui coince, ne serait-ce que parfois ça arrive à Romain qui me disent bah là sur une page tu as une bataille avec 5000 personnes, et je lui disais bah non c'est pas possible, tu vois, j'extrapole un peu, faut que je le fasse sur 5-6 pages parce que en fait je peux pas tout bourrer comme ça dans une page, donc on modifie, voilà. Là le problème de ce livre de vulgarisation, c'est que on peut pas étendre le récit trop non plus, et c'est surtout que bah, faut que ça coïncide avec ce qu'il dit. Comme je disais tout à l'heure, sur les protocoles, faut qu'ils soient un peu respectés et faut que ça parle tout de suite. S'il dit levier et que je fais un bouton, forcément le lecteur il va être perdu. C'est déjà parfois pas compliqué, mais intense en termes d'information. J'avoue que j'ai été aussi un peu enfin, il l'a fait relire à d'autres personnes, mais j'ai été un peu son lecteur lambda parce que je suis pas adepte de ça. Enfin, je suis pas, j'aime bien la science, mais c'est pas mon truc, mon domaine privilégié, quoi. Donc, forcément, quand je lisais des trucs et que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait que je dessine ou que j'arrivais pas à comprendre là où on allait en venir, je faisais des retours et on en parlait, on synthétisait, on remplaçait les mots pour que ce soit compris de tous, quoi. Tiens, petite question de classe, toujours. Sans limiter ta créativité, le cahier des charges a-t-il été plus complexe? Ouais, ouais, j'avoue que la recherche du style est. Même le découpage, on peut dire que Ouais, le c'est ce que découpage j'allais que dire. tu as La mise en page, parfois, elle est. Bon, elle est encore en travail, hein, de toute façon, on n'a pas fini le livre, mais j'ai déjà prévenu Michael qu'il y avait des moments où les pages étaient un peu denses, mais que si je faisais pas ça, on allait avoir une page vide, et du coup, c'est compliqué, parce que l'expérience s'arrête, et elle s'arrêterait presque à une case, il me faudrait une case de plus, sauf que bah, en fait, la page, elle est limitée aussi. Donc, c'est comment arriver à ce que tout soit calé sans que ce soit trop et sans que ce soit pas assez. Et sur le style graphique, moi, j'ai expérimenté là les 6 premiers mois de l'année sur un style qui me convenait pas, qui nous convenait pas, et donc j'ai mis en l'air une trentaine de pages pour refaire, pour retrouver, et il a fallu que vraiment je me l'approprie. Et une fois qu'un peu j'ai lâché les verrous de ce que je voulais, ça a été beaucoup plus intuitif, quoi. D'ailleurs, va falloir qu'on rejette 30 pages. Bah, j'en ai déjà dessiné 200, du coup, il va falloir faire un tri. Enfin, lesquelles va-t-on choisir? On fait celle du début encore et encore, toujours les mêmes. L'enfer. Ça va, je les ai pas colorisées, celles-là. On peut les jeter. Ouais. Petit coucou à Aurélien, tiens, au passage, qui en profite pour nous saluer. Scélérat, donc comme on le disait, c'est encore sur Ulule jusque début janvier. On table vraiment sur l'arrivée du bouquin par la suite, on va dire vers le mois mai plutôt même pour les contributeurs, et ce sera genre un mois et demi, un mois après,
pour les libraires. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont déjà participé, hein, puisque il y a plus de 250 personnes. On espère doubler ce chiffre, pourquoi pas, d'ici la fin. C'est vraiment un projet aussi très différent, je leur dis, par rapport même à ce qu'on propose habituellement chez Comics Initiative. On ne fait pas de vulgarisation scientifique, on n'en a jamais fait. Donc il y a un petit peu ce galop d'essai aussi de notre côté. Et puis il y a l'envie de bien faire. Et c'est vrai que pour le coup, Sébastien, entre guillemets, est un bon atout parce qu'il maîtrise parfaitement son sujet et ça permet aussi par exemple, de faire une longue respiration, parce que comme ça dure plus longtemps que ce qu'on pense pour Jocelyn de travailler dessus. Mais bon, comme on l'a montré tout à l'heure, il en profite de temps en temps pour avancer aussi sur son univers personnel. Et donc voilà, en tout cas, moi je vous invite à cliquer si vous ne l'avez pas déjà fait, et d'aller jeter un œil au projet. Je pense que ça peut clairement, en tout cas, vous donner envie. La vulgarisation scientifique qui n'est pas relou. Voilà, il y a de l'humour, c'est cool. En tout cas, c'est un ton beaucoup plus digeste que certains livres qui font moins de pages et qui, pour le coup, font plus mal au crâne après la lecture. Voilà. Ouais. Et puis, en plus, enfin, on a relativement le même âge, à peu de choses près. Et du coup, on a des références communes et on a aussi disséminé à travers le livre des références qui sont, à mon avis, très populaires aujourd'hui. Donc, il y a des petits trucs à regarder. En plus de l'aspect scientifique, il y a vraiment un côté ludique. Enfin, on a tenté, en tout cas, de rendre ça plus attrayant avec des références plus ou moins explicites. Et la question, c'est est-ce qu'il y a les motards de l'espace qui feront un clin d'œil dedans? Non, il n'y a pas les Baker Mice encore, mais peut-être. Mais bon. Non, il y a. Voilà. On va vraiment très loin dans le panel, quoi. Bon. Et le but, c'est pas que ça alourdisse la lecture, évidemment. Au Non, contraire, voilà, c'est ça. C'est le but, c'est à dire. d'aiguiller sur ce qu'on veut dire, en fait. C'est que si on n'a pas la ref, c'est pas grave, c'est compris quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Le but, c'est que ça reste compréhensible à tout moment. Et je voulais en profiter, tiens, pour montrer une petite chose. Je vais essayer de vite fait le faire, hop, en presque improvisant. Hop, non, je veux pas puisque c'est une petite vidéo, donc hop. J'attends juste que ça s'aligne, que les planètes s'alignent, comme on dit. Et on va vous montrer, tiens, un petit teaser vidéo. Et je sais que Jocelyn a un petit lien en fait avec ça et ça peut être sympa d'en parler. Hop là, tiens, c'est parti. Elle va disparaître. Hop, voilà, c'était l'occasion de vous montrer ce récit qu'on lance pour le coup d'un titre qui s'appelle donc Karoshi. Et je sais que Jocelyn, il a un lien avec Karoshi parce que l'auteur s'appelle Alexis Aspecada et c'est quelqu'un dont tu as croisé la route par le passé. Ouais, ça a été un de mes stagiaires, en fait, avec son pote Alex, qui, à l'époque où j'habitais à Nantes, j'habitais pas loin de l'école Pivot, et du coup, j'étais de temps en temps sollicité pour prendre des stagiaires. Et là, Alexis, je l'ai eu en stage pendant la conception des comptes tome 1. À ce moment-là, en plus, je faisais du lettrage sur Crécy. Et donc, j'ai pu leur montrer des petites choses. Voilà. Donc, j'ai jamais été contre prendre des stagiaires, justement, parce que je trouve ça important. Là, étant donné que j'habite en pleine Cambrousse, c'est plus compliqué.
Mais avec Alexis et Alex, ça a toujours, on s'est bien entendu et après ils se sont lancés dans le jeu de société et Exactement, avec Contrôle Zèbre. ouais, Contrôle Zèbre édition mais qui. pas que, ils font aussi de la BD, enfin de l'édition BD, mais Ouais. associative. Et là, Alexis se lance dans sa première BD et a décidé de choisir Comics Initiative comme partenaire. Voilà, Jocelyn l'a pas forcé en plus, tiens. Hop, je vous note le Non. lien Ulule, comme ça on peut le voir là vite fait. C'est en tout cas pour info, ça se lance mardi prochain. C'était l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil comme ça pour un projet qui est à venir. En tout cas, voilà, hop, on l'a renoté, Focus Scélérat en tout cas jusqu'au bout. On vous remercie déjà énormément d'avoir été présent en tout cas ce matin, voilà, ou à l'Ardif à un moment. Ça nous a permis en tout cas d'évoquer avec Jocelyn donc ces différents travaux déjà réalisés et celui sur lequel il bosse à plein, voilà, qui va lui faire rater les huîtres et la bûche de Noël pour pouvoir rester dans les temps. Donc hop, Scélérat dont on va, hop, bougez pas, je remets le lien. En tout cas, n'hésitez pas à y faire un saut. Vous avez jusqu'à début janvier. On va essayer aussi de vous préparer un live avec Sébastien pour vous présenter un petit peu son parcours et également refaire un focus sur le titre, donc, et ce très prochainement. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été présent. Et on espère vous avoir donné envie de découvrir les différentes publications de l'ami Jocelyn. Voilà. Et puis, écoutez, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.